Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je ne vais pas parler de fibromyalgie, quoique peut-être que je ferai des petits points de raccord avec le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui selon moi est assez tabou parce que j'en entends très peu parler, j'en souffre actuellement. Même depuis un moment et je sais que je ne suis pas la seule à en souffrir. Aujourd'hui on va parler de l'anxiété. On va commencer par une définition. Donc, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, c'est une émotion qui est ressentie comme désagréable par les individus et c'est une émotion qui est plus ou moins consciente et qui annonce un danger ou une situation à risque ou un problème qu'on aimerait éviter. L'anxiété c'est quelque chose de normal chez les individus. À partir du moment où elle devient excessive, on dit que c'est pathologique. Et quand c'est pathologique, on appelle ça des troubles anxieux et plus seulement de l'anxiété. Alors les personnes qui souffrent de troubles anxieux, c'est des personnes qui vont être envahies d'une peur secondaire, qui vont être constamment dans l'anticipation des futurs problèmes ou d'une future situation qui peut potentiellement arriver et qui va leur faire peur tout simplement. Quand on fait de l'anxiété, on réagit à quelque chose qui nous fait peur. Et donc il y a deux solutions. Soit on évite cette chose-là, soit on ressort de vives émotions. On ressent de vives émotions, ou bien les deux d'ailleurs. Ce qui nous pousse à éviter la situation du coup. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il y a une différence entre le stress et l'anxiété. Le stress, ça va être une réponse à un stimulus externe. Un stimulus externe, ça pourrait être par exemple, vous vous êtes disputé avec une amie, avec votre conjoint, voilà, ça vous procure une sensation de stress, c'est tout. L'anxiété, c'est une réponse interne. Et il y a plusieurs experts qui pensent que l'anxiété, ça va être une combinaison de plusieurs choses. D'une part, de facteurs innés, donc les gènes, la génétique, des choses que vos parents, vos grands-parents, enfin quelque chose qui a été transmis, voilà, sans qu'on le sache. Une prédisposition, on va dire. Et les facteurs environnementaux, externes, donc tout ce qui va être votre personnalité, la manière dont vous allez gérer ces sources d'angoisse, la manière, l'environnement familial, si vous êtes bien entouré, etc. Tous ces petits facteurs externes qui s'ajoutent à vos gènes en fait, et qui font que oui ou non, on va ressentir de l'anxiété et comment on va le gérer. À travers des recherches que moi j'ai pu effectuer et que d'autres experts ont pu également remarquer, c'est qu'on considère que les personnes qui ont subi des abus, de la négligence, de la maltraitance pendant leur enfance ou qui a eu un oubli, un manque, ce sont ces personnes-là qui vont être prédisposées en fait à développer de l'anxiété. Mais évidemment, si elles ont une personnalité, un soutien social qui fait que les situations de stress, elles arrivent à passer au-dessus ou en tout cas à mieux les gérer, il n'y aura pas de problème. Par contre, les personnes qui ont subi les abus, les négligences et qui en plus ont une personnalité plutôt par exemple à se renfermer sur soi qui ont du mal en fait à passer au-dessus, vont développer de l'anxiété, voire des troubles anxieux et pourquoi pas même un trouble anxieux généralisé. Avant qu'on rentre dans le sujet de ce qu'est une personnalité anxieuse, il faut d'abord que je vous explique quel est l'impact en fait sur notre corps quand on est anxieux, quand il y a de l'anxiété ou un stress assez fort. Parce que ça peut être aussi, on parle d'anxiété, mais ça peut être des stress post-traumatiques. Tout comme pour le stress, l'anxiété, ça va être une réponse à un combat, une fuite, une situation à risque, quelque chose qui vous fait peur. Et quand on est face à quelque chose qui nous fait peur, notre corps va sécréter un flux d'hormones et il va en avoir deux, l'adrénaline et le cortisol. À partir du moment où on ressent de l'anxiété dite chronique, c'est quand nous, une alarme biologique s'est déclenchée. Ça veut dire qu'on ne sera plus anxieux ou stressé par des situations qui nous font peur, c'est qu'on va être constamment dans cet état alarmant de stress, qu'un rien va nous faire peur, un rien va nous faire cogiter, on va être toujours dans l'anticipation et ces choses-là en fait fatiguent l'organisme. Donc l'anxiété chronique, comme j'ai dit, c'est qu'on va être aux aguets constamment, alors que des fois il n'y a aucune raison. Mais étant donné qu'on est en constante anticipation,
c'est mauvais et en plus on souffre en silence parce que comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, l'anxiété c'est quelque chose de courant, je veux dire je suis pas toute seule à le ressentir, mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais parce que la plupart du temps, tout ce qui est crise d'angoisse, les crises de panique, c'est pas compris par notre entourage. Et en plus de ça, on a ce sentiment de honte parce qu'il y a certaines phobies qui ne s'expliquent pas, en tout cas qu'on ne peut pas expliquer aux autres, des choses qui nous font peur ou qui nous angoissent ou voilà des moments de panique. On n'arrive pas à l'expliquer, évidemment on n'est pas compris de la part de l'entourage et du coup on garde ça pour soi, on souffre en silence et je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Donc pour parler de la personnalité anxieuse, moi je vais vous donner une définition dans laquelle je me reconnais, c'est-à-dire que une personne qui a développé une personnalité anxieuse, c'est une personne qui voit toujours le pire, qui s'attend toujours au pire, qui est toujours dans l'anticipation, qui a une vision du monde différente en disant si je fais ça, mais potentiellement il pourrait m'arriver ça. Donc bref, on réfléchit tout le temps, on se pose 1000 questions, on fatigue les autres d'ailleurs parce qu'on est toujours dans la peur et dans l'anticipation et je me répète mais c'est ça en fait. Et donc on prend un max de précautions pour toutes les situations qui pour nous sont à risque. Donc évidemment, pour savoir si vous souffrez d'anxiété, il y a plusieurs, on va dire, symptômes, mais surtout plusieurs impacts que j'ai mis en 3 catégories. Les impacts psychiques, les impacts physiques et les impacts cognitifs. Pour tout ce qui est des symptômes physiques, parce que c'est ce qu'on remarque le plus, généralement, quand vous êtes pris d'une crise de panique, une crise d'angoisse, que vraiment c'est une situation à risque pour vous et que vous êtes vraiment dans l'anxiété, on va remarquer, et moi je le remarque, que mon pouls va s'accélérer. Je vais transpirer, je vais avoir la nausée. C'est limite si des fois je suis pas au bord du vomissement. Souvent ça m'arrive dans les situations vraiment de grosses crises d'angoisse où ça va être difficile pour moi de marcher parce que mes jambes ne tiennent pas, en fait je tremble, ça ressemble à rien, je vais pleurer, je risque d'être essoufflée, voilà les maux de tête, les nausées, ce qu'on a dit, c'est surtout ça les symptômes physiques d'une crise d'angoisse. Sans oublier l'hyperventilation, la sensation de suffocation, et pour certains, alors moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut être le cas, en cas de grosse crise d'angoisse, grosse crise de panique, il y en a qui font des malaises, il y en a qui font des blackouts, c'est... Voilà, je pourrais pas l'expliquer parce que moi je l'ai jamais vécu, j'ai jamais été en angoisse à ce point-là en tout cas, mais je sais que c'est possible. Vous avez ensuite tout ce qui est symptômes psychiques, donc tout ce qui va être sentiment de situation irréelle en fait, ou dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle sur nous, on se sent pas nous-mêmes. Vous avez également les symptômes qu'on appelle cognitifs. Donc les symptômes cognitifs, il va la peur de perdre le contrôle, une autocritique plus que négative en fait, un manque de confiance en soi, je peux pas expliquer, enfin voilà, un manque de confiance en soi. De fuite en fait, le sentiment de fuite et d'évitement face à une situation qui nous fait peur. Alors, on va venir au vif du sujet et parler cette fois-ci de mon anxiété. Je vous cache pas que de faire mes petites fiches là, hier, pour préparer cette vidéo, ça m'a pas mis très bien à l'aise puisque ça a fait remonter à la surface plein d'angoisses auxquelles j'évite de penser un maximum de toute façon. Mais pour faire le listing, je me sentais un petit peu obligée de vous donner les grandes lignes, enfin mes plus grandes peurs, ce qui est source d'angoisse chez moi et qui ne se voit absolument pas, hein, évidemment, qui me pourrit la vie quand même. Que j'avoue que j'étais pas hyper à l'aise. Je me dois de le faire parce qu'en fait cette vidéo pour moi elle permet de passer un message que l'anxiété ça doit pas être tabou, que ça se soigne évidemment, qu'on peut trouver des techniques de relaxation, plein de choses qu'on reviendra on reviendra dessus à la fin de la vidéo, mais surtout de dire que toi qui es derrière ton écran et qui souffre d'anxiété, tu n'es pas seul puisque on est des milliers, des millions à ressentir ça et je sais que on n'est pas tellement sensibilisé là-dessus. On n'en parle pas et généralement on souffre en silence et je pense que c'est pas bon de garder les choses pour soi même si on se sent incompris, dans ce cas là il faut en parler avec des gens qui nous comprennent, il faut aussi on en a envie et surtout si c'est un besoin d'entamer par exemple une thérapie
pour vraiment mettre des mots sur ce qui nous angoisse et travailler là-dessus, retrouver l'origine en fait du problème, parce qu'il y a souvent une origine. Après il y a des phobies où c'est un petit peu des phobies, je sais plus comment on dit ça, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur en fait, et il n'y a pas eu forcément de traumatisme. Et c'est comme ça, il faut juste, si ça vous pourrit vraiment la vie, que ça a un impact sur votre quotidien vraiment très lourd, vous faire aider, surtout ne pas rester seul. Et voilà. Donc, par rapport à mes phobies, à mon anxiété, j'ai noté environ, que je vous dise pas de bêtises, 4-5 points qui sont vraiment les plus importants et ce qui m'handicape le plus dans ma vie actuellement. Et pas qu'actuellement, en fait, depuis que j'ai au moins, je sais pas, je dirais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Alors, la première, et je vous dis ça avec un grand sourire, parce que c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant longtemps et qui continue de me bloquer, mais j'ai fait énormément de travail sur moi, donc je suis heureuse de pouvoir dire que j'ai avancé et que ma phobie s'est atténuée. Il s'agit de la phobie sociale. Donc, qu'est-ce que la phobie sociale ? Il est dit qu'une phobie sociale, c'est la crainte d'avoir honte ou de s'humilier, d'être en public, voilà, ce genre de choses. C'est souvent illustré par, et ça a été le cas pendant longtemps pour moi et ça l'est encore, de prendre la parole en public par exemple. Donc lors de tous les exposés, les oraux de mémoire pour les études, c'était pas possible pour moi. Réciter une poésie quand j'étais petite, toutes ces choses-là, à partir du moment où il fallait prendre la parole en public, c'était une catastrophe. Ça veut dire que j'avais toujours des bonnes notes parce que je préparais le sujet, je le maîtrisais, il n'y avait pas de problème, mais je pouvais pas m'empêcher. C'est le stress en fait, c'est quelque chose où vraiment c'était une perte de contrôle, je gérais plus, donc au-delà de mes tremblements de jambes qui je ressemblais à n'importe quoi, je me mettais à pleurer. Mais pas pleurer parce que, je sais pas comment expliquer, mais en fait ça coulait tout seul, impossible de m'arrêter ou quoi que ce soit, ça n'empêchait pas d'avoir une bonne prestation machin, mais ça m'a suivi ma licence. Il me semble que ça m'arrivait de faire encore un oral où à la fin de l'oral, c'est vraiment à la fin, je me suis contenue tout le long, j'ai pleuré et qu'on m'a dit mais écoutez, ça va bien, enfin, je veux dire, vous avez maîtrisé vos sujets, tout va bien. J'ai dit oui oui bien sûr, mais c'est juste le stress en fait, la pression qui redescend et impossible de prendre la parole en public. Mais ce ne serait que ça irait. Sauf que cette phobie-là, cette phobie sociale, elle me pose des problèmes parce que, maintenant un petit peu moins parce que mon métier m'aide là-dedans, pour moi c'était impossible de demander un renseignement à quelqu'un. Impossible d'appeler, de dire bonjour, j'aimerais savoir que... Non, non, s'il y avait une adresse mail, j'envoyais un mail. Je pouvais pas prendre le téléphone et appeler, ou alors il fallait que je sois avec quelqu'un et que quelqu'un le fasse pour moi. Et je me suis souvent disputée avec des amis ou mon entourage. C'est-à-dire que c'était un refus catégorique. Je ne veux pas prendre le téléphone, je ne veux pas appeler et demander le renseignement. C'était pas possible. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore. Beaucoup moins qu'avant parce que voilà, même dans mon métier je suis un peu plus au téléphone, j'ai affaire à des gens que je connais pas forcément et je suis un peu plus détendue on va dire, mais impossible, pareil, une anecdote que mes proches savent et sur laquelle on se moque encore aujourd'hui. Je pense que c'est pas une... J'en rigole moyennement parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée et sur laquelle on s'est beaucoup moqué. Pendant une période, il m'était impossible d'aller dans un magasin, de faire mes courses du coup et de payer à la caisse ou d'aller à la boulangerie parce que j'avais peur. Vous allez me dire peur de quoi? Je sais que pourtant on vient, et encore, la boulangerie, on demande quelque chose, elle nous le donne, on donne les sous et on s'en va. Quand vous allez au magasin, vous avez juste à donner vos sous et vous repartez avec vos courses, donc il n'y a pas trop de dialogue entre vous et la caissière logiquement. Mais moi, c'est quelque chose qui m'angoissait. Par exemple, la boulangerie, il y avait, 100 mètres entre chez moi et ma boulangerie, sur 100 mètres, je devais me répéter bonjour, une baguette pas trop cuite s'il vous plaît, merci, bonjour. Et je me répétais ça tout le long du moment où je claquais la porte de chez moi jusqu'à la boulangerie, comme si j'avais peur de bégayer, de pas dire la bonne chose, ou que je lui dise une baguette pas trop cuite et qu'elle me dise bah on en a plus, et je suis là comme une conne et je sais pas quoi faire. C'est quelque chose qui m'angoissait énormément. Et tout le monde s'est moqué de moi quand je l'ai raconté, mes parents y compris. C'est quelque chose qui m'a énormément bloquée. Aujourd'hui, à 24 ans, ça va mieux, mais c'est vrai que s'il faut que j'aille demander encore un renseignement dans un magasin quoi que ce soit, je ne vais pas le faire. Je sais pas si c'est vraiment la peur d'avoir honte de quelque chose, ou soit de mal m'exprimer, soit de pas comprendre ce que la personne va me dire. Ça paraît ouf,
Et peut-être que je serais pas comprise là encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait peur en fait. Je veux pas dire j'ai peur des gens, parce que c'est pas forcément les gens, mais j'ai peur qu'on se comprenne pas, j'ai peur de rester là, bête, devant la personne à pas avoir compris. Ma deuxième phobie, c'est l'agoraphobie. Attendez, je vérifie que j'ai pas dit de bêtises. Agoraphobie, oui, c'est comme ça que ça se dit. L'agoraphobie, ça se situe dans les lieux publics et en fait c'est la peur de ne pas pouvoir s'échapper. Moi ce qui me fait peur ça va être la foule. Si je vais au ciné, eh ben, je peux pas être trop loin de la sortie de secours parce que j'analyse et je me dis s'il arrive quelque chose, moi je suis en plein milieu, je vais jamais sortir ou quoi que ce soit, ça va pas être possible. Les grandes places comme ça où il y a du monde, non, j'y veux pas. Tout ce qui est concert, tout ça, c'est pas pour moi. J'adore la musique pourtant, mais c'est quelque chose que je pourrais pas. Je pense que je ferais un malaise juste d'être entourée de milliers de gens et de me dire que si vraiment il arrive quelque chose, ben je suis coincée là. Il y a des choses en fait vraiment quand je sais qu'il n'y a pas d'issue ou que l'issue est trop loin ou que je me pose 15 000 questions de comment je vais sortir de là ou s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, ça m'angoisse. Donc pareil, les ponts, je ne passe pas sur un pont. C'est quelque chose qui m'angoisse, je me dis qu'à tout moment il va tomber et que je vais tomber avec et que ça soit en voiture ou à pied. Hein. Quand on est en voiture, je ne regarde pas par la fenêtre. Si je sais qu'on passe sur un pont, qu'en plus c'est un long pont et qu'on passe au-dessus de l'eau et je me fais des scénarios en me disant si on tombe et qu'en plus on se crache pas, ça veut dire on tombe dans l'eau, je vais mourir noyée, c'est une catastrophe. Mais c'est quelque chose qui m'angoisse, rien que d'y penser, j'ai chaud. J'ai aussi un petit peu de claustrophobie. Donc tout ce qui va être les endroits petits en fait, les ascenseurs, si je suis coincée quelque part, ça m'angoisse. Donc bref, c'est des angoisses qui sont un peu fondées, mais je sais pas trop, je vais pas me forcer, me faire violence à prendre des ascenseurs ou aller dans la foule et tout, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc dites-moi si vous aussi vous êtes comme ça. Il faut que je vous parle de l'anginophobie. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette phobie, mais j'ai la phobie de l'étouffement. Ça paraît drôle comme ça, mais j'ai cette phobie de m'étouffer. Quand il s'agit de nourriture, c'est là que ça pose un problème. Et ce problème-là, je l'ai depuis fort lointain, depuis que je suis en fait toute petite. Je ne pourrais pas l'expliquer et je pense que mes parents non plus. Pendant longtemps, j'ai dû manger en bouillie, en purée, en soupe, ce que vous voulez. Les morceaux, ça passait pas. Ça passait pas, je m'étouffais avec. Donc pendant longtemps, bah voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui encore, j'arrive à m'étouffer avec de la nourriture où je ne comprends absolument pas. C'est-à-dire que je peux m'étouffer avec des pâtes, je peux m'étouffer avec de la salade, du pain, ce que vous voulez, des choses où tu te dis c'est difficile quand même de s'étouffer. Je pense que je suis tellement stressée à cette idée, et c'est même pas, enfin je le fais pas de manière consciente, hein, mais je dois bloquer quelque chose ici qui fait que même quand je mange, c'est pas que je prends pas plaisir, mais je sais qu'il y a certains aliments où vraiment bah, les pâtes, par exemple les spaghettis, je vais les couper, sacrilège, je sais, mais je vais les couper parce que c'est une manière pour moi de me rassurer en me disant je ne vais pas m'étouffer comme ça n'arrivera pas. Je suis obligée de prendre des petits morceaux, des petites quantités. Quelque chose que je ne peux absolument pas, c'est les yaourts avec des morceaux de fruits. Je comprends pas. Pour moi, il doit y avoir qu'une seule texture dans un yaourt, pas liquide et des morceaux, c'est pas possible. Donc ça passe pas. En fait même, et ça je sais que j'étais pas la seule, j'en ai déjà discuté, tout ce qui est avaler un cachet, quand la gélule elle me paraît un peu trop grosse, c'est une concentration de malade que je suis obligée de prendre pour avaler ce cachet. On vous dit il faut prendre un verre d'eau, j'ai l'impression que dans le verre d'eau il y aura jamais assez d'eau, donc moi j'avale toujours ça avec une bouteille en me disant ça va passer, ça va passer. Rares les fois où ça n'est pas passé, mais quand vous savez ça reste coincé là un petit peu là. Bah, tout ce qui est par exemple les soins ORL, quand j'en discute avec des gens qui vont faire des soins, qu'on me dit ouais on m'a passé une petite caméra dans le nez qui est passée dans la gorge, c'est pas possible genre. Mais moi endormez-moi, c'est pas possible de mettre ça, c'est pas possible. Parce que j'ai l'impression que ça y est, je vais mourir. Je vais mourir, je ne pourrai plus respirer, tout ça, mais rien que d'y penser, c'est des trucs. Je me dis mais je pourrais jamais faire ça. Vraiment, ou un cas où j'ai vraiment pas le choix. Mais sinon, m'obligez jamais à faire des soins pareils. Et effectivement, c'est en lien avec la prochaine phobie qui est l'hémétophobie. Et ça, je pense que je ne suis pas du tout la seule à l'être. Et l'hémétophobie, c'est quoi? C'est la peur de vomir. La peur de vomir, la peur d'être malade, la peur de voir quelqu'un vomir. Et en fait, c'est pas juste moi, pour parler de moi,
C'est-à-dire que même un film, si je vois quelqu'un qui est en train de vomir, je suis obligée de tourner la tête et de me boucher les oreilles. Hein. Parce que le bruit et tout ce qu'on y voit, je pourrais me lever et aller faire la même chose, quoi. C'est vraiment pas possible du tout. Enfin, quelqu'un qui est malade, j'ai l'impression qu'en fait, si je sais qu'il est malade, si je le vois, ou s'il me l'a dit, ou juste il me dit j'ai vomi la veille, j'ai l'impression que c'est moi je vais vomir tout de suite. Il me dit ouais, je me sens pas très bien. À partir du moment où il me dit je me sens pas très bien, je commence à faire un interrogatoire. T'as mal au ventre? T'as envie de vomir? C'est les deux premières choses qui me viennent à l'esprit. Je suis obligée de demander t'as mal au ventre, t'as envie de vomir? S'il me dit non, je suis contente, pas pour lui, pour moi. Hein. Pour moi, de me dire bon bah voilà, parce que s'il commence à avoir la nausée, tout ça, moi je sais que déjà psychologiquement, ça y est, j'ai la nausée avec lui. Hein. Et moi, il y a des soirs où on a mangé, machin, je sens qu'il y a un truc qui passe pas et j'ai vraiment la nausée. Je me mets à avoir peur en fait d'être malade, de vomir, et je suis là à me concentrer, des fois à faire des nuits blanches pour pas aller vomir. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Et je sais, il y en a qui vont me dire ah, mais quand il y a un truc qui passe pas, le mieux c'est de le faire, comme ça vous vous sentez mieux. Je m'en fous. Tant pis, je me sentirai mal pour la nuit et demain ça passera, mais je n'irai pas vomir. Et ce problème-là, c'est que ça a déteint sur d'autres choses. Et en fait, je ne supporte absolument rien dans ma bouche. Ben, si je me brosse les dents trop profondément, alors là, c'est foutu, c'est la catastrophe. Le dentiste, c'est une des raisons quand je dis que j'ai la phobie du dentiste. Et je sais d'ailleurs que dans 2 semaines, je vais avoir rendez-vous et ça me stresse énormément. L'une des principales raisons pour laquelle j'ai peur du dentiste, hormis la douleur évidemment, c'est parce que j'ai peur de vomir avec tous les outils dans ma bouche. Et je le dis parce que, alors c'est jamais arrivé que je vomisse chez le dentiste, mais je sais que quand j'ai eu mes soins d'orthodontie, qu'elle m'avait pris les empreintes complètes de ma bouche, je ne sais pas si vous avez déjà fait des empreintes, mais quand on vous met un palais énorme comme ça, avec une pâte froide dégueulasse, qu'on vous le colle au fond de la bouche, encore en bas ça va, mais en haut ça coule. Et c'est quelque chose qui m'a traumatisée. J'avais mis mes doigts, elle avait l'empreinte de mes doigts et pas de mes dents. Et évidemment, cette peur-là, elle est accentuée par tout ce qui est transport en commun, parce que j'ai facilement le mal des transports en commun, je sais pas si ça se dit comme ça. Et ben, je vais éviter tout ce qui est alcool. C'est pas forcément que je le digère pas, c'est que déjà j'aime pas l'état dans lequel ça me met. Donc moi au bout d'un verre, ça y est, je suis un peu pompette tout ça. En plus je suis souvent fatiguée donc ça va vite. Mais en fait j'ai peur d'être malade. Ça m'est déjà arrivé d'avoir bu quand j'étais un peu plus jeune et qu'on veut faire un peu comme tout le monde lors des soirées machin. De boire ce que je bois plus du tout maintenant, les trucs à base de vodka. Et vraiment d'être dans un état où je me dis à tout moment déjà je vais tomber et à tout moment je vais vomir. Et c'est tellement ma hantise que je préfère m'abstenir en fait. Je ne bois même pas. Je bois un verre aux anniversaires, un verre de kir, un verre de champagne et voilà, ça s'arrête là. Je bois pas d'alcool fort, parce que j'ai peur. Déjà parce que je ressens pas l'envie de boire. J'aime pas ça et de toute façon j'ai peur d'être malade, donc comme ça, buvez avec modération. Donc là on a parlé des principales cause d'angoisse chez moi. Évidemment, il y en a d'autres sur lesquelles j'ai pas forcément envie d'insister parce qu'elles se sont moins développées et j'ai pas affaire à elles constamment, quoique. Donc, pour conclure sur l'anxiété, on peut dire que c'est donc une combinaison des facteurs héréditaires et des facteurs environnementaux, tout ce qui est la situation actuelle ou la situation pendant l'enfance, notre personnalité, notre manière de gérer les choses. Voilà, c'est ça l'anxiété. Évidemment, j'ai pas de solution miracle à vous apporter, mais je pense qu'il y a d'abord un travail à faire sur soi, à savoir ce qui nous fait réellement peur, mettre des mots sur l'origine de certaines phobies, et pourquoi pas dans les cas vraiment où c'est nécessaire, où vraiment ça vous bouffe la vie, si vous êtes prêt à le faire, parce qu'encore une fois on vous dit souvent faites une thérapie, voyez un psy, mais à partir du moment où on n'est pas prêt de le faire, on aura beau nous le dire, on le fera pas, je le sais. Moi j'avais fait un pas là-dessus, c'est vrai que je suis pas de thérapie actuellement et peut-être qu'un jour je reprendrai, mais si vous avez l'occasion, si vous ressentez le besoin et si vous êtes prêt, alors faites-le, parce que je pense que ça peut réellement vous aider quand vous êtes accompagné par un bon thérapeute, parce que là aussi il faut que ça matche. Mais si vous êtes accompagné par un bon thérapeute, essayez tout ce qui est technique d'hypnose, de relaxation, de méditation à essayer. L'hypnose, j'ai pas encore essayé, mais je vais le faire pour d'autres raisons aussi, mais pourquoi pas pour celle-là, donc pour mes phobies et pour ma fibromyalgie.
Tout ce qui est par contre technique de relaxation, méditation, c'est ce que j'essaye de faire, surtout dans les moments de stress intense, quand je suis vraiment prise dans une crise de panique ou d'angoisse. J'essaie de réellement me concentrer sur ma respiration pour qu'elle soit lente et profonde. Vous pouvez trouver ça n'importe où sur internet, des vidéos YouTube, des applications, des choses qui vont vous montrer comment procéder à ça. Ça prend pas beaucoup de temps et au moins ça vous permet d'arrêter d'hyperventiler, de respirer plus profondément et doucement, de ralentir votre rythme cardiaque. Et c'est mieux, c'est pas miracle, mais au moins dans les situations vraiment stressantes, ça peut vous aider à vous calmer un petit peu. Et surtout, et je finirai là-dessus, parlez-en à des personnes avec qui vous avez confiance, qui peuvent comprendre votre souffrance par rapport à ça. Si vous avez besoin d'aide pour être accompagné en thérapie ou juste discuter, et bien faites-le parce qu'il ne faut pas avoir honte. Je le répète, c'est pas une honte d'avoir des phobies. On a tous nos craintes. Nous, on a certaines peurs qui prennent des proportions qui peuvent devenir excessives ou pathologiques, et là où on pourrait avoir besoin d'aide, parce qu'on va développer comme je le disais au tout début de la vidéo, un trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire que pour tout et pour rien, on va toujours être dans l'angoisse, l'anticipation, prendre 1000 précautions. Chez moi, c'est développé, avec la maladie encore plus. N'ayez pas honte. Parlez-en autour de vous. Si vous voulez m'en parler à moi, pas de souci, sous les commentaires de cette vidéo ou sur mon compte Instagram en DM, il n'y a pas de problème. Je suis là pour discuter avec vous et ça me fait plaisir si vous pouvez vous sentir moins seul et qu'on peut communiquer ensemble sur des astuces pour pas guérir, mais pour atténuer en tout cas les moments où vraiment on est pris d'une crise d'angoisse. C'est pas un sujet tabou, il faut en parler, il faut sensibiliser parce que ça touche énormément de monde ici et que c'est pas une raison pour que ce soit gardé secret. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous sentirez moins seul. Si j'ai pu faire passer un message de bienveillance, c'est ce qui m'importe le plus. Si vous avez envie de discuter, on se retrouve dans les commentaires ou sur Instagram. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous, gros bisous.